Ce combat, premier du tournoi, promet d'être mémorable. Sur toi, on va leur montrer ce que c'est que le Beyblade. Hyper vitesse! Et maintenant, propulsion! Attaque grandissante! Ce n'est pas encore fini! On vient à peine de commencer! Et maintenant, en pleine puissance! Chou tel que tu l'as connu a disparu. Tu es mon meilleur ami. C'est la vérité. Donc je ne peux pas échouer. Jamais je ne te laisserai me vaincre, Valt! Tiger a une forte résonance avec les turbotoupies. Pour tout te dire, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Achilles et moi, on a prouvé au monde entier qu'on est la meilleure équipe du monde! Mais qu'est-ce qui se passe? Dragon tourne dans l'autre sens! C'est comme Nekorio! Si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais jamais ressenti un tel tour! La victoire unique mondiale! Non, ce n'est pas fini! Je sais que ton éclat est capable de bien plus que ces ténèbres! Je sais qu'il y a de la lumière en toi! Je la ferai jaillir avec crochet offensif! Fais resplendir ton éclat! Je vais vous montrer le plus bel éclat du monde! On va repousser nos limites! Et normalement, ça devrait le faire. Je vois bien. Nickel. Salut à tous, ici Prévicaire. Salut à tous, ici Marc. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la revue finale de Beyblade Burst Dynamite Battle ainsi que de Beyblade Burst en général. L'anime s'est terminé en mars dernier au Japon, l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé en saison 6, ainsi que sur quelques éléments des autres saisons précédentes, et d'autres trucs. Alors installez-vous, Sortez le popcorn et les boissons. et démarrons. Petit rappel que tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'est que subjectif. Nos avis personnels ne sont pas une vérité absolue. Je précise, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu le malheur de dire mon avis sur l'anime en disant que la saison 2 n'était pas ma saison préférée, et on m'a trash talk comme jamais. Donc s'il vous plaît, respectez mon opinion, et je respecterai le vôtre en retour. C'est légèrement sujet, mais je voulais en parler dans cette vidéo, vu que je sais que les reviews sont les vidéos les plus vues de ma chaîne. Et comme c'est un truc qui est important, entre guillemets pour moi, j'en profite. J'en ai déjà parlé et reparlé dans plein de vidéos, et on a même consacré une vidéo entière sur le sujet, et je ne vous apprends rien, la méta compétitive de Burst est définie uniquement par ses fans, avec des idées reçues nulles du genre « Takara c'est pour la compétition et Hasbro c'est pour le fun ». Ce qui est ton seule mentalité de merde. Encore aujourd'hui, beaucoup sont désespérément à la recherche de la toupie la plus forte, celle qui pourra tourner pendant un cycle lunaire entier, et les systèmes Dynamite Battle et Quad Drive, malgré l'incroyable variété qu'ils apportent, n'ont pas vraiment changé les mentalités. Grosso modo, si on regarde les combos proposés par WBO durant l'année 2021-2022, tout doit se jouer uniquement au Smith Steel en le mode avec des combos lourds. Et les pièces considérées comme non compétitifs par le passé n'ont aucune chance de redevenir compétitifs à l'avenir. Même si bon, tout ça c'est que des idées reçues et que c'est pas vrai, le jeu est très varié pour pouvoir jouer ce qu'on veut comme on veut. Mais du coup, il y a quoi à ajouter de plus? Justement, il n'y a pas si longtemps que ça, Bruno et Foster ont sorti une vidéo qui parlait des tier lists de Smash Bros. Et je me suis rendu compte que certains points abordés dans cette vidéo sont totalement applicables au Beyblade. Quand on répète que toutes les pièces se valent, c'est parce qu'il est impossible d'établir un classement au niveau des pièces. Déjà parce que les paramètres sont trop nombreux et ne sont pas définis par des chiffres exacts. Et surtout que le facteur aléatoire, peu importe comment on crée le jeu ou qu'on modifie, est impossible à éviter. Mais aussi au niveau des formats de jeu. Est-ce qu'on joue sur un deck de 3 toupies? Est-ce qu'on joue sur un deck de 5 toupies? Dans quel stadium on joue, de quelle manière on joue, ou encore dans quel stadium vous jouez, mais aussi de la manière de jouer, ou des joueurs eux-mêmes. Un élément que j'adore dans la tier list, c'est que malgré l'objectivité la plus complète dans laquelle ça doit être construit, il y a forcément de la subjectivité. Parce qu'on vit pas le jeu tous de la même manière. Déjà, tu mets deux joueurs pro côte à côte qui vont discuter du jeu, sur certains éléments, ils vont pas être d'accord. Faites aussi très attention aux tier lists qui se prétendent officielles, définitives ou pire, objectives. Ça n'existe pas, jamais. Même en ayant une approche statistique, vous ne serez pas objectif. Par exemple, en n'utilisant que des résultats de tournois pour faire une tier list, que faire si un personnage est très fort mais très peu joué, donc pas souvent dans les top 8?
Que faire si un seul joueur au monde est fort avec ce perso et gagne tout? Est-ce que le perso est vraiment si fort? Est-ce que personne ne sait jouer contre? Ou peut-être que c'est juste le joueur en question qui est trop fort? Tout ça, c'est des problèmes à régler et vous pourrez pas le faire avec des maths, on en revient à de la subjectivité. La scène compétitive mondiale de Beyblade n'existe pas. Il n'y a encore moins de classement officiel entouré des joueurs de la part de Takara et de Hasbro. Vous allez me dire, oui, mais les champions des Battle League. Je sais que beaucoup de jeunes bladers apportent beaucoup trop d'importance à ce titre de champion, ce qui est normal en soi, mais dites-vous que dès l'instant où une nouvelle toupie voit le jour, elle apporte avec elle de nouvelles possibilités à exploiter. Aussi, ne prêtez pas attention aux challenges de la WBO. Même si le site se veut avoir une portée sur le monde entier, dans les faits, leur avis sur le jeu ne concerne que la zone canadienne et nord-américaine. Et ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte, la zone géographique. Les joueurs américains ont tendance à jouer à la sécurité tout en restant sur les bases du système God et système Strike, avec des speed styles à tout va. En France, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de vouloir tout tester pour battre les combos à base de Bakash, Garuda et Sprezen, notamment parce que l'équilibrage du système Strike était à chier, parce que ces trois-là étaient les seuls toupies viables dans ce système. Et au Japon, il y a un peu des deux. Il y a du speed style, mais c'est varié, et il y a de l'attaque, mais c'est varié aussi. Pour en finir cette partie, je peux vous conseiller la chose suivante. Si vous démarrez Burst ou que vous recommencez Burst après avoir arrêté pendant 2-3 ans, procurez-vous les toupies récentes pour mieux comprendre le jeu actuel. N'hésitez pas à prendre des toupies plus anciennes pour alimenter votre style de jeu, car certaines pièces très utiles ne sont plus rééditées, ou alors très peu. Une toupie récente n'est pas forcément plus forte que sa version précédente, et encore parler de plus forte, c'est très subjectif. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut parler de l'ennemi. Beyblade Burst DB, ou Quad Drive, prend place quelques mois après la fin des événements de Super King Surge. Alors que justement tout le monde vit sa vie avec des Sparking Bay, un blader inconnu se fait entendre via internet, Daikokoten Bell, le roi des monts, ou en français, Bell Daizora, le prince des ténèbres. Il révélera alors sa toupie, Bélial, qui appartient à un tout nouveau système, Burst, qu'il a lui-même inventé, et n'hésitera pas à défier le monde entier. Voilà les postulats de base de cette saison, et il était assez difficile d'imaginer dans quelle direction partirait le scénario, mais l'arrivée des nouveaux personnages nous a permis d'y voir plus clair. Grosse nouveauté avec cette saison, on n'a pas de personnages one-shot. Vous savez, ces personnages que l'on va combattre que 2 fois avant de disparaître dans le round des ombres. Un peu comme Pot en saison 4 ou Rocky en saison 5. Mara a raison, tous les nouveaux personnages intégrés sont des personnages récurrents. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 au total, 7. Et les bladers qui ont le moins de temps d'écran dans cette saison, ce sont Free, Louis et Shu, dans cet ordre. Bon, inutile de rappeler que tout le monde a oublié Aijima Lodin, et que tout le monde déteste Fumiya Kendo injustement. S'il fallait vendre de nouvelles longuinis et de nouvelles Fafnir, il fallait ramener leur propriétaire d'origine, chose qui a déjà été faite depuis Super King. Mais en vrai, il ne les dérange pas plus que ça. Je veux dire, on les connaît en long, en large et en travers, Louis et Free, donc il n'y a plus rien à développer pour eux. Louis a effectivement défié Bell dans l'épisode 2 avant qu'on le retrouve plus tard sur son île après avoir fait évoluer sa baie. Et Free, bien qu'il soit toujours membre de la BC seul, s'intéresse vite fait à Bell, vu qu'il vient de faire évoluer sa Fafnir, mais à part ça, il est chill dans sa forêt et son désert. On le verra aussi de temps en temps durant l'événement du Dynamite Battle Tour, où nos nouveaux personnages ont pu affronter Val, Free et Louis, et passer la moitié de la saison, donc à la fin du tour, Free et Louis ne seront plus récurrents du tout. Un peu comme en saison 3, ils sont apparus chacun pendant 10-12 épisodes, parce que leur rôle de la saison était déjà terminé, donc pas besoin de les laisser en petit pause pour rien. À côté, on a Shu, qui est l'un des persos préférés des fans, avec un rôle majeur des 2 antagonistes en saison 1 et saison 2, un retour en grande pompe en saison 3, et un rôle de guide assez bien amené, malgré une saison 5 chaotique. Là, en saison 6, il est vraiment très annexe et, entre grosses guillemets, réduit au rôle de meilleur ami et coach personnel de Valt. Et c'est une bonne chose. On l'a assez vu, donc le voir avoir un rôle de joueur 2, ça passe. Beaucoup ont effectivement contesté son premier combat contre Bell, combat qu'il a perdu. Parce que normalement, d'après ces mêmes fans, quand une nouvelle toupie est intégrée à l'anime, il doit absolument gagner pour faire vendre sa toupie. Surtout si c'est une toupie comme Spriggan que tout le monde adore. Non seulement Shu a perdu tous ses combats dans DB, pour le peu qu'il en a fait, mais sa toupie, au bout d'une semaine, était déjà en rupture de stock. Comme quoi, faire perdre Shu n'était pas si catastrophique. Pour les nouveaux persos, je vais commencer par Ranzo, coupe de cheveux improbable, présenté initialement comme un blader de haut niveau, sucette à la bouche, il n'y a pas de doute, c'est un Kiyama. C'est jamais vraiment expliqué dans la série, mais en gros, c'est un cousin éloigné étranger provenant du Brésil. Tout comme Rantaro et Ranjiro, il est l'ami fidèle du protagoniste, et il dit qu'il repartirait dans son pays d'origine une fois qu'il aura battu Bell. En soi, c'est juste une excuse parce qu'il aime trop son amigo, et leur relation est plutôt sympa. Et son délire de chanter et danser est assez drôle. Cependant, il n'échappe pas à la malédiction de ses cousins, celui d'être un punching ball. Il va passer son temps à se faire défoncer par tout le casting, et Phénoménal le calculera même pas. Je veux dire, pourquoi? À faire valoir du héros, ok, mais c'est trop demandé de laisser les Kiyama avoir un peu de reconnaissance. Je sais qu'on ne juge pas un personnage par son nombre de victoires, mais c'est chiant de les voir toujours le même type de personnage se faire défoncer H24. De tous les nouveaux personnages introduits de cette saison, Ranzo est celui qui a le moins de développement, oui, moins que Bell et Ilia. Et c'est dommage. Être sidekick rigolo avec une jolie toupie, c'est bien, mais être un personnage, je pense que ce serait un peu mieux.
Siryu Basara est le premier personnage introduit dans cette saison, et petite surprise, il possède la Sparking Bay Death Solomon. Death n'apparaît que dans le manga, étant une des 2 toupies qui possèdent Delta, et Solomon c'est une pièce édition limitée à la base, donc la voir dans l'animé c'est assez cool. Tout au long de la saison, beaucoup ont fait remarquer que Basara aurait pu, voire même aurait dû, être le personnage principal de cette saison. Et quand je dis beaucoup, je ne compte pas les gens qui détestent Bell. Il est vrai que sa progression c'est littéralement celle d'un personnage principal. Justement, son premier combat contre Bell se terminera sur une défaite, et depuis son objectif sera d'une part de surpasser Bell, et d'une autre, être reconnu en tant que puissant blader, puisque sa défaite a été retransmise sur internet, et que peu de gens le prennent au sérieux à cause de ça. Mais en restant avec Bell et plus tard Ronzo, Basara s'intéressera de plus en plus au système DB et ses spécificités. Et grâce à ses connaissances stratégiques, et surtout grâce à Rashad, il va créer Roar Bahamut, de type défense à rotation gauche, la toupie parfaite pour vaincre Belial. Même si bon, Rashad lui a dit très clairement de remplacer Solomon pour devenir plus fort et par extension, avoir une toupie qui puisse s'adapter à son style de jeu. Un choix assez difficile pour lui au départ, vu qu'il était très attaché à Solomon, mais qui lui permettra d'étendre ses ailes sur la scène mondiale du Beyblade, ce qu'il parvient à faire à la fin des Dynamite Battle Tour. En effet, après la petite ellipse qui suit la destruction de Belial, on le retrouve en finale d'un tournoi où il finit 2ème derrière Rashad, mais devant Ilia. Et j'avais déjà tenté d'apporter une explication à ce changement de couleur que la série n'a jamais justifié. Au-delà du côté promotionnel, toute la période où il a Death Solomon correspond à la phase où il était, entre grosses guillemets, nul. Quand il a sa Bahamut noire, c'est sa phase d'éveil en quelque sorte, où il découvre son potentiel. Et quand il a sa Bahamut violette, c'est sa phase où il est reconnu en tant que blader d'élite. Si on met de côté le fait que Roar Bahamut est une toupie que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé son combat contre Bell, où il gagne par arrêt de rotation. Ce combat est très important pour lui, car Bell comprend la détermination de Basara, mais aussi la motivation qui l'a poussé à rejoindre la BC Sol. Beaucoup ont vu ça comme une trahison de la part de Basara, aussi bien IRL que dans l'animé, mais il lui-même dira à sa sœur « Tu comprendras quand tu deviendras une bladeuse ». Pour devenir plus fort, Basara rejoint le camp de Rashad, car pour lui c'est là-bas qu'il pourra pleinement s'épanouir. Et en soi, les scénaristes auraient pu finir avec lui là-dessus. Sauf qu'ils en ont décidé autrement, et Basara va quitter la BC Sol pour revenir auprès de Bell à la Porte des âmes. Rashad lui a permis de devenir plus fort, mais à cause des comportements changeants et de l'image qui renvoie Rashad en tant que grand roi, Basara ne se sent plus à sa place, mais prend quand même le temps de remercier Rashad avant de partir. Basara reste un blader humble, qui respecte son entourage, et j'avoue qu'il formait un duo assez cool avec Ilia. C'est un rival relativement classique, mais qui faisait largement café, avec du sucre et un nuage de lait. Pour rester dans le sujet, Iyamao. Alors elle a fait beaucoup parler d'elle. Bon, sans mes côtés les théories farfelues. Comme ça qui disait qu'elle serait la méchante, ou qu'elle était un disciple de Shu, ou ce genre de théorie aussi claquée que Amami en tant que méchant final, ou Aiga comme blader de Lord Spriggan. Ilia a fait exploser la communauté. Déjà c'est une fille, et je trouve ça inadmissible. Non, attendez, je reformule. Un truc qui m'a toujours dérangé avec Burst, c'est que ça a toujours été présenté comme un univers plus axé pour les jeunes garçons. Genre, ce sont deux morceaux de plastique qui tournent dans une bassine. Littéralement, tout le monde peut faire ça, et dans Metal Fight, même les chiens le font. Et dans l'anime Burst, c'est chaud de voir que les personnages féminins sont soit des personnages de soutien, soit des personnages qui sont là pour meubler le décor. La seule que tout le monde se souvient, c'est Christina, pour des raisons que je ne peux pas évoquer en vidéo. Et je trouve ça cool d'avoir enfin une fille dans un casting principal avec sa propre toupie, mais s'il aura fallu attendre la saison finale pour ça. En plus, dans le manga, Ilia n'est que très secondaire, je crois qu'on la fait même pas combattre, c'est pas de bêtises, mais je pense que c'est dû par rapport à sa toupie, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Pour resituer le contexte, les spoilers d'épisode avaient révélé une certaine Magma Ifrit, donc chouette, une nouvelle évolution, c'est trop bien. Mais les leaks ne parlaient pas d'une date de sortie pour cette toupie, et lorsqu'elle a apparu dans l'anime, ça a eu l'effet d'une bombe. Cette toupie ressemblait très pour trait au système Quad Drive qui venait d'être révélé. Oui, sa toupie dans l'anime est une toupie Hasbro, ce qui n'est jamais arrivé dans Burst. Malgré ça, beaucoup ont espéré une sortie random booster chez Takara Tomy, mais Takara n'a jamais évoqué l'existence de cette toupie, le site officiel ne donne pas les détails de son combo, et le random booster est sorti, mais sans Ifrit. Au final, Magma Ifritor verra le jour dans son combo stock, dans le set de démarrage Quad Drive, officialisant au passage que cette toupie est une exclusivité Hasbro. Côté personnage, Ilia est un ancien membre de la BC Sol, et elle a la même personnalité que Hikaru dans Metal Fusion. C'est une femme forte avec un caractère bien trempé, qui dit ce qu'elle pense. Qui pour le coup possède un très haut niveau de Beyblade, qui permettra même de tenir tête à Louis. Et il me semble que c'est pas de bêtises, Ben ne l'a jamais battu. Elle se sert de son côté sournois pour provoquer ses adversaires, et les pousser à se battre à fond, un peu comme Régis en Pokémon. Car elle désire se battre contre les personnes les plus fortes, c'est pour ça que naturellement, elle possède un lien avec Rashad, et qu'elle le soutient quoi qu'il arrive. Sauf quand ce dernier part trop loin à la fin, où elle le quittera, mais il reviendra auprès de lui. Les persos étaient cool, content qu'on l'ait eu dans la série. Phénoménopen était un personnage qui était aussi très attendu. Déjà parce que Satsupi était sorti plusieurs semaines avant qu'il apparaisse à la série, et surtout parce que Satsupi est une phénix. Pour des raisons qui encore aujourd'hui m'échappent, il existe énormément de fans de failles, et ils ont été un peu déçus de voir qu'une fois de plus ce personnage était différent. Je dis un peu, parce que les coups spéciaux de Phénoméno, beaucoup trop cool, ont vite conquis les fans de Phoenix.
Phénoménal n'apparaît que pour une dizaine d'épisodes, mais reste primordial dans le développement de la relation entre Belle et Rashad. Phéno est un personnage avec une backstory similaire à Gazem, le bleeder de Garuda dans la saison 2, qui avait une grosse rivalité avec Cisco. Le bleeder immortel voue une haine immense pour Rashad, vu que ce dernier a jugé son style de jeu comme ennuyeux. Depuis, il a développé une obsession maladive contre le Grand Roi, et il reviendra avec Saga Phoenix. Il viendra vaincre tous les personnages liés à Rashad, à savoir Basara et Elia en 2 contre 1, Bat dans un combat qui a foutu Sam à tout le monde, et Belle, et à chacun de ses combats, il ne se préoccupe pas de son adversaire, mais uniquement de Rashad, à qui il parle à travers la caméra. Phénoménal ne voulait aucun mal à qui que ce soit, vu qu'on l'a déjà vu être calme et silencieux à plusieurs moments, sauf quand ça concerne Rashad, où il devient complètement fou. Cependant, c'est Belle qui va lui faire changer sa vision des choses, et lui rappeler qu'il pratiquait les Beyblades uniquement pour déverser sa haine, et sa vengeance n'est pas la solution. C'est après quoi il retrouvera la flamme qui lui permettra de faire face à Rashad lors d'un combat qu'il perdra. Mais grâce au respect et à la reconnaissance que lui accorde notre roi démon, il accepte sa défaite et partira sans regret. Un départ qui sera important pour Belle, mais aussi et surtout pour Rashad. Mais si ce n'est pas explicitement dit dans la série, les plus attentifs feront remarquer que Belle reprend quelques attaques de Phoenix après que sa partie. Il rebondit sur les côtés pour attaquer à hauteur comme le Prominence Shaker, il copie le Double Prominence Dive avec son Double Dangerous Dive, et comme l'avait déjà fait Phoenix, Belial ira se coincer entre les anneaux de Raphaël, même si Rashad avait déjà anticipé un move du genre, et utilisera le Greatest Slam pour contrer ça. Et enfin la rivalité majeure de la saison, Belle et Rashad. First thing first, parlons des Evolution Gear. Les Gears sont des accessoires qui ont été révélés par Takara Tomy dès l'annonce officielle de Dynamite Belial et la sortie des épisodes 1 et 2 de DB. Ces accessoires ont pour particularité d'être inspirés de toupies des Legend Blader présents dans la saison 6, en reprenant certains gimmicks ou concepts liés à ces toupies. Le F-Gear est inspiré de Fafnir, le V-Gear est inspiré de Valkyrie, le S-Gear est inspiré de Spriggan, et le L-Gear est inspiré de Longinus. Ces gears sont compatibles avec Dynamite Belial et Dangerous Belial son évolution, et d'autres variantes qui ne sont pas dans l'anime comme Devil ou Divine, et on sait qu'on aura d'autres Evolution Gear qui sortiront à l'avenir. Les deux plaintes principales sur les gears sont le marketing et l'anime. Côté marketing, beaucoup se plaignent parce qu'il faut dépenser plus de 150 € pour compléter Belial en Perfect Gear. C'est vrai, mais c'est pas comme si les gears étaient vendus à l'unité. Chaque gear est toujours vendu avec une toupie complète, et ça concerne aussi les versions recolor des Random Boosters sortis en décembre. Donc en soi, c'est 150 € dépensés pour tous les gears, plus 6 toupies, plus quelques pièces en plus. Assez correct je trouve. Surtout que la stratégie marketing qu'utilise Takara, c'est littéralement la même que Bandai. On a un jouet de base au départ, puis d'autres jouets sortent plus tard et s'additionnent au jeu de base que tu as déjà avec toi, et pour compléter la fin finale. Côté animé, la plante est surtout du fait que Belle utilise des accessoires pour devenir plus puissant, sachant que c'est un truc qu'on a déjà vu dans littéralement toutes les saisons de Burst, et le premier à l'avoir fait, bah c'était Vat. Je pense que c'est le fait que Belle copie les légendes qui fait râler les puristes. Les gens ont vraiment oublié Spriggan Requiem, qui copie littéralement 4 autres toupies. Bah oui, désolé de casser votre haine, mais je rappelle que Requiem copie les capacités de Excalibur, Fafnir, Longinus et Valkyrie. C'était l'argument de vente principal de Takara à l'époque, et c'est dit explicitement et dans le manga et dans l'anime. Et oui, c'est pas des accessoires, c'est carrément intégré à la toupie, puisque Shu était tellement désespéré de ne pas pouvoir être assez fort avec ses propres capacités, à part du contrôle oui, qu'il a décidé de copier les capacités des autres Bladers. Oups. Belle fait pareil parce que les toupies des légendes l'intéressent, et il réutilise ses gears à sa sauce, il copie pas seulement ce que fait les autres. Et surtout que les gears ne lui ont pas fait gagner tous ses combats, pas du tout, je pense que, à vérifier, mais il a dû perdre facilement la moitié de ses combats de la série, avec ou sans gear. Et c'était pareil pour les accessoires des saisons précédentes, pas parce qu'un personnage possède le Extend Plus, Grand Dragon ou le Strike God Ship qui gagne tous ses combats. Chaque pièce qui existe possède ses faiblesses, et l'anime l'a toujours montré ça. Bref, donc Belle, ce personnage est assez particulier pour un protagoniste, déjà il ne subit que très peu de développement. Personnellement ça ne me dérange pas pour des raisons que j'expliquerai juste après, mais surtout le personnage est gentil. Je m'explique. Certains se souviennent de la première fuite du poster officiel où certaines personnes pensaient avoir vu Vat avec les yeux violets, pensant qu'il serait méchant. Théorie à la con, je vous l'accorde, mais qui tient sa source d'une autre image sortie un mois auparavant où on voyait Belle, conquérant, assis sur un trône sur une boîte de toupie. Donc oui, là il était facile d'imaginer que le protagoniste serait un antagoniste. Sauf que le subterfuge a été vite brisé dès l'épisode 2, où on apprend que c'est juste un jeune garçon qui aime bien faire des blagues avec son grand-père. C'est un peu dommage, mais la direction choisie ne me dérange pas pour autant. Dès le départ, Belle peut communiquer avec Belial et est déjà expérimenté, vu qu'il a créé un système, son propre système, capable de surpasser le système Super King dans l'anime. Et ça a pas trop bougé pour lui là-dessus. Je veux dire, on devine très vite, surtout avec l'arrivée de Ranzo, qu'il n'a rien de mauvais ou de méchant. Il fait le pitre, il fait chier le monde, mais il a un bon fond et respecte toutes les personnes qu'il croise. C'est comme ça qu'on le découvre au début de la série, et ça ne changera pas au fil de l'histoire. Apparemment dans le manga sa personnalité est très différente, mais au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore lu le tome 19. Donc je peux pas vraiment en parler.
Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que Bell est à la fois l'élément déclencheur et le point central de cette saison. Si tout ce qui arrive dans The Limit Battle arrive, c'est grâce à son annonce sur le net qu'il est le roi démon du Beyblade et qu'il serait capable de vaincre n'importe qui. Ce qu'il a fait en battant Brave Valkyrie et Rage Longinus, et semblera imbattable sur la première moitié de la série. Tout le monde est intéressé par Bell jusqu'à la section The Limit Bedial, où il arrêtera temporairement le Beyblade. Un laps de temps assez grand pour que les autres personnages l'oublient et progressent de leur côté pour atteindre le niveau mondial. Et même quand il tentera de revenir sur le devant de la scène, il se fera ghoster par tout le monde, sauf Ronzo et Anna, la sœur de Basara, qui l'aidera à construire Dangerous. Dans une interview datant de fin 2020, l'auteur du manga a expliqué que chaque protagoniste était construit autour d'un thème bien précis. Celui de Val, c'était le potentiel qui possède chaque personne, celui d'Aiga, c'était se relever après un échec et que chacun peut commettre des erreurs en empruntant la mauvaise voie, Drum, c'était tout simplement l'amitié. Pour Hyuga et Hikaru, je pense que le thème serait logiquement l'entraide et le travail d'équipe, et pour Bell, je pense que selon moi, ce serait la découverte. De son point de vue, Bell semble toujours avoir vécu dans l'ombre pour des raisons inconnues, et que les Beyblade lui a fait découvrir un tout nouveau monde, et du point de vue des autres personnages, l'arrivée de Bell a poussé les autres à se surpasser. Bell attire l'attention de Ronzo et Basara, puis de Rashad qui est fan de Valt, sachant que ce dernier, au même titre que les autres légendes, s'intéresse aussi à Bell, ce qu'ils vont faire en faisant évoluer leur toupie en toupie DB, qui inspirera à son tour Bell pour créer les Gears. Et Rashad a créé sa Valkyrie. Ilia va aussi avoir sa toupie DB et une rivalité avec Rashad, et idem pour Phénoméno, qui a une rivalité encore plus forte avec Rashad. Voilà, tout ça là, sans Bell, ça marche pas. Et pour quelqu'un qui a toujours vécu dans l'ombre et qui a du mal à être mis en avant sur la deuxième moitié de la saison, voir tout le monde féliciter dans le dernier épisode, je trouve ça plutôt cool. Et enfin Rashad, notre antagoniste principal. Rashad, au même titre que Lane et Gwen, n'est pas foncièrement méchant. Enfin, c'est compliqué. Quand on le découvre pour la première fois, il semble très gentil, avec de bonnes vibes de grand frère, avec une petite rivalité avec Bell, mais en progressant peu à peu dans l'arc du tour, on se rend compte qu'il semble intéressé à Bell plus que tous les autres. La manière dont le roi démon se permet de faire n'importe quoi durant le tournoi l'agace, même si Bell a été puni par Rokia à cause de ça. C'est lors du combat de l'épisode 28 qu'on découvre son vrai visage et sa véritable motivation, ce ici au sommet du Beyblade où il en serait le grand roi. Alors oui, ça ressemble un peu à ce que voulait Arthur, mais Rashad reste dans les règles et respecte ceux qui le soutiennent, et il y a le soutien de tout le monde du coup. Et justement, sa motivation, devenue idéologie, le pousse à accepter ceux qui suivent les règles. En gros, soutient le grand roi, ou alors pousse-toi du chemin. Sachant que Bell fait ce qu'il veut, l'opposition entre les deux se crée naturellement. Aussi, vu que Rashad veut devenir le numéro 1, il lui faut la toupie du numéro 1, qui en plus est son idole de toujours, Valkyrie. Vous pouvez pas imaginer à quel point les scénaristes ont foutu un somme titanesque chez les puristes, qui jugent inadmissible qu'un autre personnage que Valt ait une Valkyrie. C'est comme ce qu'ils ont fait avec Fumiya en saison 4, mais en 10 fois pire. Ou dans mon cas 10 fois mieux parce que ça va à l'intérêt scénaristique. J'aime beaucoup les interactions entre Valt et Rashad vis-à-vis de cette Valkyrie rouge. Beaucoup sont persuadés que Valt essaie de convaincre Rashad de ne pas utiliser cette Valkyrie parce que ce dernier allait ruiner sa réputation, surtout après avoir détruit Belial. Valt s'en fout que Rashad ait une Valkyrie, il a juste conseillé de trouver son propre style de jeu plutôt que de copier le sien, parce qu'en copiant quelqu'un d'autre, on ne progresse pas et on se contente juste de copier ce qu'on voit. Et ça c'est un truc qui a été très bien démontré lors du combat Valkyrie contre Valkyrie, où Rashad a utilisé tous les gimmicks des Saviors, sauf celui du Blade qui pouvait s'éveiller, car il ne savait pas comment ça marchait, c'est pour ça qu'il a perdu. Mais à partir du moment où il a maîtrisé tous les gimmicks des Saviors, et après avoir surmonté l'obstacle qui était Bell, il va réveiller son plein potentiel qui va transmettre à sa nouvelle toupie, Kratos Raphaël, et devenir un blader de haut rang inarrêtable. Bell et Ronzo vont tenter leur chance dans l'arc de 3 contre 3, et se faire rouler dessus. Et Valt, en voulant se donner à fond au point de péter Valkyrie, va faire pire que mieux en descendant Rashad, au point que notre grand roi n'hésitera pas à être encore plus honnête qu'il n'était déjà, en disant à Valt qu'il ne se limitait qu'à des combats pour le fun. Ah, j'ai dit qu'il était honnête, j'ai pas dit qu'il mesurait ses propos. Et justement, ça va lui attirer des problèmes avec l'arrivée de Phénoméno. Enfin, le retour de Phénoméno dans son cas. Mais là, pareil, pour Rashad, Phénoméno était juste qu'un obstacle comme un autre, mais il va vite vriller quand il va comprendre que le leader immortel était soutenu par le roi démon, vu que Bell était la parfaite opposition de son idéologie, et que c'est le seul qui revient à la charge malgré ses nombreuses défaites. Et il sait qu'il est une menace pour lui. Il commencera à changer de point de vue quand il affrontera Bell, et que cette puce sera endommagée, et il ouvrira enfin les yeux en affrontant Ultimate Valkyrie avec sa Raphaël abîmée. Combat qui était un miroir du combat où Valkyrie a été brisée avant. Il parviendra enfin à créer un lien avec Raphaël et faire un très beau combat contre Bell dans l'épisode final. Encore une fois, Bell en fin de compte n'aura eu que très peu de développement, mais il fait un très bon élément déclencheur et reste essentiel à sa saison, contrairement au frère Azaï qui n'avait pas de développement, mais qui était complètement dispensable de leur propre saison. En général, DB est une saison que j'ai beaucoup appréciée, et vient se classer en tout premier dans ma tier list, juste devant Gachi. La raison est toute simple, dans la saison 4 j'ai beaucoup aimé le développement des personnages, mais ça n'arrivait que plus tard dans la série, alors que dans DB c'est du début à la fin.
La saison 1 reste classique, mais l'histoire était intéressante et les personnages étaient cool. La saison 2 j'aime bien aussi, mais contrairement à tout le monde qui disent que c'est la meilleure saison, la nostalgie j'en veux les couilles, du coup je peux pas la mettre en top 1, top 3 ça va. La saison 3 était sympa mais était trop long par rapport à ce qu'elle proposait. Je maintiens que cette série aurait été largement mieux si c'était au format 10 minutes. Ça nous aurait évité les épisodes chiants et inutiles comme ceux avec Kit Lopez, personnage dont je m'en bats les couilles, et Faye, j'aime pas ce personnage. La saison 4, j'aime bien le côté Slice of Life qu'il y avait dans la série, et Gwen, vraiment, juste Gwen. Et la saison 5, bon, vous connaissez mon avis, hein, je la déteste, et un jour, je vous promets qu'on parlera du manga qui est 1000 fois mieux. Super King, c'est simple, hein, je n'aime absolument rien de cette saison. Animé, le manga est masterclass, il y aura une vidéo dessus. Après, bien entendu, The Ultimate Battle possède des défauts. C'est ma saison préférée, mais elle est loin d'être parfaite. Et j'ai eu beaucoup de fans dire que la saison 6 était la pire saison de Burst, et j'essaie très bien d'évaluer cette critique. Si on met de côté la fin qui est totalement incomplète, hein, pour une fin de série, je pense que le entre guillemets problème vient du fait de l'état d'esprit dans lequel on regarde la série. Si vous regardez Burst pour développer le personnage, en plus des combats, vous avez plutôt bien apprécié Dynamite Battle et détesté Super King. Si vous regardez uniquement pour les combats, vous avez kiffé Super King et vous avez dit vous faire chier devant DB. Et ou que vous n'avez pas aimé que les personnages changent encore et battent les anciens. Alors que c'est logique. C'est un truc établi depuis la saison 3, ça fait 4 ans. 5 ans. Personnellement, j'étais pour le changement pour les saisons de Burst, car ça apportait beaucoup plus de diversité de manière régulière. Justement, c'est pour ça que chaque protagoniste était accompagné d'un thème particulier et différent à chaque fois. C'est un état d'esprit que j'ai pour d'autres univers. Par exemple, j'aime beaucoup la série Soleil et Lune et le reboot de Ben 10 de 2016-2021. Deux séries qui sont très critiquées dans leurs fanbase respectives, car jugées comme trop différentes dans leurs prédécesseurs. Je les aime bien parce que justement les changements qui sont apportés me conviennent, alors que pour d'autres univers comme Boruto et Yu Sevens, les nouveaux trucs ne m'intéressent pas trop. Donc j'ai moyen, mais je n'irai pas à dire que c'est de la merde, c'est juste que les nouveaux changements ne m'intéressent pas. Là, je sais particulièrement les fans hardcore de la saison 2, qui disent qu'ils Burst est parti en couille à partir de la saison 3 parce que Vat n'est plus le héros et que les toupies parlent maintenant. Vat n'est plus le héros parce qu'il atteint son objectif, donc il est champion du monde, donc le gardien en tant que personnage principal aurait été bizarre, et partir en couille, les toupies qui passent, c'est à partir de la saison 2 qu'on l'a eu, pas la saison 3. Et Projet Requiem, mais ça c'est autre chose. Alors je comprends que la saison 2 soit la plus populaire de la saga. Il faut dire que 2018 a été la grosse année pour Burst, vu que beaucoup de fans ont découvert la saga avec cette saison, la saison 1 étant arrivée très discrètement en France. C'est la seule saison qui présente un championnat du monde, aussi bien dans la réalité que dans l'animé. Chou est le méchant, bref, c'est pas ma saison préférée, mais je comprends pourquoi beaucoup l'adorent. Cependant, ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que vu que c'est la saison la plus populaire, personne ne la critique. Comme s'il y avait un champ de force magique qui empêchait de dire du mal de cette saison, ou des personnages issus de cette saison. Et si vous pensez que j'allais épargner ça, désolé de vous décevoir, je vais m'attaquer directement à un personnage en particulier, un personnage dont la seule présence en saison 6 vient foutre en l'air toute la continuité de la saga, j'ai nommé... Où est mon gilet pare-balles? Ok donc, s'il y a des fans hardcore de Vat qui regardent cette vidéo, avant de m'insulter en commentaire ou de les abonner, écoutez ce que j'ai à dire. Je maintiens que ce n'est que mon avis, et ce n'est rien la vérité absolue. Mais j'ai quand même enculé Valt. J'aime beaucoup Valt, mais il reste au centre d'un gros problème dans Burst, la continuité. Beyblade Burst semble avoir été pensé pour n'avoir que 3 saisons à la base, et comme la série a eu du succès, elle aurait été renouvelée pour d'autres saisons en plus. La suite en particulier, beaucoup de films et séries ont déjà subi ça. J'ai aussi l'impression que les saisons ont été scénarisées par différentes personnes, ou que la personne qui gère le scénario les a toutes écrites de manière indépendante sans prendre en compte certains éléments. Je pense notamment à la résonance qui a été teasée en saison 1 et 2, qui a été instaurée en saison 3, modifié en saison 4, tout en gardant le concept de base, puis en saison 5 qui a été de nouveau modifié mais qui ne concerne que les nouveaux personnages, et en saison 6 ça a complètement disparu. Mais du coup, quel rapport avec Valt? Le problème c'est son titre de champion du monde. Dans la saison 1, Valt voulait devenir le meilleur blader au monde, chose qu'il parvient à faire en saison 2. Et après quelques péripéties, il perd son titre définitivement contre Aiga. Les messages transmis au public étaient que même si on est le meilleur, on peut pas le rester éternellement, et que quelque part dans le monde, il existe quelqu'un de meilleur que nous et qu'il faut l'accepter, car on possède tous des limites et qu'on est tous humains. Chose que Valt a accepté justement, vu qu'il félicite Aiga et qu'il reste en bon terme avec lui en saison 4. Saison 5, Hikaru nous reconfirme qu'Aiga est toujours champion du monde, vu qu'on le voit regarder la finale de la saison 3 sur sa tablette dans un flashback. Même si Super King n'a pas fait honneur à son titre, Aiga reste champion depuis la saison 3, 4, 5. Et en saison 6, et une fois la série terminée, parce qu'apparemment là aussi le manga c'est différent, je crois que Rachel est champion du monde et que c'est Beck qui devient à la fin, je suis pas sûr à 100%. Vat est champion du monde sans explication. Donc déjà ça casse tout le message que je viens d'expliquer, mais là n'est pas le seul problème.
Oui, l'explication la plus logique serait que Vat et Aga se soient affrontés entre la fin de la saison 5 et début de la saison 6, et que Vat aurait gagné pour récupérer son titre. Le problème c'est que ça n'a jamais été évoqué de comment il a récupéré son titre. À vrai dire, il n'a jamais évoqué des personnages issus de la saison 3, même d'événements issus de la saison 3, et c'est pareil pour la saison 4 et la saison 5. Tous les flashbacks concernant les saisons avant DB ne concernent que Vat et son entourage. Et quand je dis entourage, je parle des autres anciens personnages qui sont dans DB qui sont tous aussi issus de la saison 2. Pire, quand il crée Ultimate Valkyrie 2, toutes ces Valkyries obtenues dans l'anime, toutes saisons confondues, sont mentionnées, toutes sauf Chotel Valkyrie, la Valkyrie avec laquelle il a pas eu son titre de champion du monde en fin saison 3. Je sais pas si c'est un hasard, mais j'ai l'impression qu'en fait, à partir de ce qui s'est passé dès l'épisode 1 de la saison 3, ils ont juste voulu complètement tout effacer et réécrire la timeline de Burst, comme si, il y a toujours eu que Vat et tout ce qui s'est passé après n'a jamais existé. Comme si une genre de réécriture de toute Tu l'histoire. sais que ça existe pour de vrai? Sérieux? Yep, en narration, on appelle ça de la continuité rétroactive ou retcon. C'est quand un scénariste vient modifier des faits ou événements passés déjà établis dans une histoire, soit pour apporter quelques précisions pour enrichir l'œuvre et améliorer sa compréhension, soit pour complètement changer les éléments de l'histoire et faire comme si les événements liés à ces changements ont toujours eu lieu dès le départ. Un bon exemple facile à comprendre, la saga des films X-Men, dans lequel le volet Days of Future Past vient foutre le bordel dans la timeline. Puisqu'à la fin du film, les événements de certains films précédents sont conservés, mais vient complètement modifier, voire effacer des événements d'autres films, comme X-Men 3 l'affrontement final, film dans lequel Mystique est censé avoir perdu ses pouvoirs, et dans lequel Jean Grey et Scott sont censés être morts. Et bien tout ça, à la fin de Future Past a été changé et annulé, réécrivant une nouvelle histoire de la saga, qui sera poursuivie par les films Apocalypse et Dark Phoenix. Et comme on ne peut pas vraiment parler de reboot. Pour revenir sur Burst, tant qu'on n'aura pas l'explication officielle sur le titre de champion du monde par rapport à Valt, il est impossible de savoir si pour le moment, ce retcon vis-à-vis de Valt est volontaire ou non, mais faut avouer que beaucoup de détails vont dans ce sens. Et ce que je trouve abusé, c'est que personne n'a contesté le fait que Vat soit champion du monde à nouveau, à part les fans d'Aiga. Pourquoi? Parce que c'est Vat que c'est le premier héros, et qui visiblement, vu que c'est le premier avec Anastasie machin, on ne peut pas les critiquer parce que ce sont les origines. Faut savoir que la phrase « Ah là là, c'était mieux avant », c'est une phrase que je déteste. La nostalgie pour Bad Dead Burst, ça fonctionne pas tellement pour moi. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le changement dont Burst apportait de la diversité et était même nécessaire. Mais on ressent qu'ils n'ont pas osé aller plus loin dans le changement des personnages, quitte à faire marche arrière. Même s'ils ont quand même osé 2-3 trucs avec la Valkyrie rouge par exemple, on en revient toujours à Valt et les autres protagonistes, se sont fait vaporiser par un papillon orange. Le pire c'est que réintégrer Valt en tant que champion du monde, c'était pas nécessaire. Vous allez me dire, oui mais Rashad n'aurait pas eu de Valkyrie si Aga est encore champion du monde, et que Valkyrie c'est la mascotte et c'est un symbole de la saga Burst. C'est vrai, mais imaginez 2 secondes. On sait que Rashad est un énorme fanboy de Valt. On peut supposer qu'il a vu tous ses combats, y compris celui de la fin de la saison 3. Imaginez que Rashad n'ait pas accepté de voir quelqu'un d'autre battre Valt ou quelqu'un d'autre devenir champion autre que Valt, et qu'il ait tout de même décidé de se copier une copie de Valkyrie plutôt qu'une copie d'Achilles. Car peu importe ce qui se passe, il considérera toujours Valt comme étant son champion. Ça aurait pu tenir en un petit flashback, ce qui aurait permis de garder tout son développement dans DB et de reconnecter avec les saisons précédentes, et aussi de faire un parallèle assez méta avec les fans de Valt IRL. C'est très dommage, mais je pense que je vais m'en remettre. Ce n'est que du détail, et la saison 6 reste vraiment cool dans son ensemble. Un reproche qui est fait à Burst, surtout depuis son arrivée en France, c'est que la série est trop enfantine et pas assez mature par rapport à Metal Fight. Déjà, trouve ça bizarre de comparer les deux univers, vu qu'ils n'ont rien en commun. Non vraiment, vous avez regardé Metal Fight, juste Metal Fusion. Dans l'épisode 13 de la saison 1, Doji te dit au calme que les toupies ont servi dans l'histoire de notre monde, et on a une image où on voit Moïse séparer la mer Rouge avec El Drago. L'Atlantide s'est échouée à cause d'une toupie, ce sont des toupies qui ont scellé un dieu, qui a failli menacer la galaxie, bref. Les toupies peuvent tout faire, ils peuvent déclencher une guerre nucléaire. Metal Master. Que c'est le tempo, j'invente rien. Et dans Burst, on suit des jeunes âgés de 10 à 15 ans qui jouent aux toupies après l'école. C'est comme ça que l'univers nous a été présenté dans le premier épisode, et même si ça a bien évolué par la suite, l'idée reste la même. Et je comprends pas les fans adultes qui voudraient que la série, et même Belle en général, soit plus mature. Ma théorie serait que ces fans ont grandi depuis Metal Fight et ou Bakuten, et qu'ils ont changé de mentalité avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Ça, ou alors que ce sont des fans qui voudraient que l'univers Beyblade soit plus adulte pour être pris au sérieux auprès des non-fans qui catégorisent Beyblade comme étant un univers pour gosses. Parce que oui, l'animation en général est encore vue, comme aujourd'hui, réservée uniquement aux enfants. Et encore plus si c'est une série destinée à vendre des jouets. Mais c'est le cas en fait. Beyblade, toute génération confondue, cible un jeune public qui sera favorable à acheter les toupies en magasin. Ça a toujours été comme ça pour Beyblade et c'est pour ça que ça marche autant depuis des années. Et il faut l'accepter. Ça fait 20 ans que les fans essaient de se battre contre cette mentalité, et en 3 sagas, rien n'a changé. Mais la communauté a grandi grâce à Internet. Internet qui justement tient une place centrale dans la communication. C'est juste qu'il y a des fans qui sont pas réceptifs à ce que propose cet univers. Ce qui est normal, on va pas forcer tout le monde à aimer.
Si jamais 4ème saga venait à voir le jour, je ne serais pas surpris qu'il continue à cibler les jeunes. Cahier des charges d'épisodes pour enfants, faire vendre des toupies, montrer le nouveau personnage, la nouvelle conception, les nouvelles toupies, devenir le meilleur, s'entraîner avec tous ses amis, devenir encore plus ami, devenir encore plus meilleur, voilà. Tout ce cahier des charges là, je le connais, je le reconnais et j'en peux vraiment plus et du coup c'est ce qui m'a fait ne pas aimer cet épisode aussi. Parler d'autres choses quoi, il y a tellement de sujets super intéressants à traiter dans le monde, dans la vie, il y a tellement de choses riches. Restez pas dans votre monde à parler tout le temps des mêmes choses, Beyblade. Concrètement, là, être reproche à l'animé Beyblade d'être un animé Beyblade. D'autres univers pour jeunes ont tenté de changer les directions pour être plus sérieux, mais ça cassait tout le charme et toute l'identité, et ça n'a pas du tout marché. Je pense au film Power Rangers de 2017, qui était juste trop sérieux pour être du Power Ranger. L'identité de Beyblade qu'on le retrouve depuis la première saga des années 2000, jugée comme enfantine, est la raison pour laquelle Beyblade fonctionne encore aujourd'hui, et grâce à Burst qui a su durer dans le temps et s'est renouvelé régulièrement depuis 2015, et passé au stade de simple effet de mode à celui de phénomène. L'anime a tenu de 2016 à 2022 pour 6 saisons. Les toupies qui sont encore en activité sur le marché, si on part du principe que Burst Ultimate se termine l'année prochaine, aura tenu pendant 8 ans. C'est à la fois un record pour Beyblade et quelque chose de peu commun pour une série animée destinée à la fois à un jeune public et à la vente de jouets. Série pour enfants ne veut pas forcément dire mauvaise série. Personnellement, ce que j'aime beaucoup avec Burst, ce sont ses personnages. Sur l'ensemble des 200 plus épisodes, chaque personnage est introduit avec un thème qui lui est propre. Se donner à fond, reconnaître et accepter qu'on a des limites, s'ouvrir aux autres en acceptant ses faiblesses, vaincre ses peurs pour aller de l'avant, chercher la reconnaissance des autres, ne pas se fier aux apparences, respecter son adversaire, et là vraiment j'ai généralisé pour la vidéo, mais tous ces thèmes sont tous liés à l'enfance et l'adolescence. N'importe quel public jeune et même plus âgé sans le recul nécessaire peut s'identifier à n'importe quel personnage de la série. Personnes qui ont le même âge, la même situation scolaire et la même passion que le public visé, le Beyblade. Et comme l'anime Burst a une dimension plus terre-à-terre que son prédécesseur, Metal Fight, ça marche plutôt bien dans l'idée. L'anime met en scène des enfants pour parler aux enfants. Peu importe comment vous le tournez ou non, ou que vous aimez ou non, si Burst a eu droit à 6 saisons, c'est que l'anime a bien marché quelque part. C'est qu'il y a eu de la demande qui a permis de produire encore plus d'épisodes, surtout que l'animation, et en plus l'animation 3D, ça coûte cher. Surtout que la qualité visuelle de Burst n'a fait qu'augmenter de saison en saison. Pareillement, si Hasbro continue à faire des systèmes différents de Takara, c'est qu'il y a de la demande de la clientèle et qu'ils se font assez profit pour continuer à faire différemment de Takara. Et je ne serais absolument pas surpris qu'ils continuent à faire ça pour la 4ème saga, des produits différents de Takara et les propres systèmes Hasbro. L'avantage de ceux qui continuent de se plaindre de Hasbro, qui représente une minorité, c'est que ça fait plus de toupies Hasbro pour ceux qui aiment le nouveau système. Et il y a beaucoup plus de personnes qui aiment Hasbro qu'on ne le croit. Comment définir l'anime Beyblade Burst dans son ensemble? Des qualités, des défauts, mais surtout c'était très fun. La série reprend tout ce qu'on attend d'une série Beyblade et les a adaptés à son univers coloré et très dynamique. Chaque saison a sa petite sauce spéciale, sauf la 5ème malheureusement, mais comme je l'ai dit plus tôt, j'en reparlerai. Et maintenant que c'est terminé, c'est quoi la suite? Côté toupie, Takara continuera d'en sortir de nouvelles pour l'année en cours, et au moment où je fais cette vidéo, une évolution à Carbus a été officialisée, une évolution à Akias et Dragon ont été teasées, et d'autres évolutions pourraient potentiellement voir le jour. Côté communautaire, à voir ce que ça donne. Comme Internet a beaucoup plus d'influence sur Beyblade qu'à la fin de l'époque de Shogun Steel, il y a de grandes chances que des fans continuent à faire des choses de leur côté, et des tournois amicaux, et ou en proposant du contenu sur Internet de diverses manières. Cependant, et ça c'est une certitude, il y aura une bonne partie des fans plus jeunes qui vont arrêter et passer à autre chose. Ça c'est inévitable. Néanmoins, Beyblade Burst reste un univers qui a permis à des gens de se rencontrer et de se retrouver autour d'un sujet commun, exactement comme le font les personnages de la série. On est beaucoup à avoir rencontré d'autres personnes grâce à ça, et que ce soit au niveau des toupies ou de l'animé. Car là où certaines personnes qualifient l'amour porté pour l'animé de croyance, Beyblade Burst reste avant tout une passion comme une autre. Et ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. Je tenais à vous remercier pour ceux qui me suivent depuis le début de 2018, d'avoir suivi toutes ces reviews. Il y a plus de 80 vidéos sur la chaîne, et quelques articles qui traînent sur ce PV d'espace, donc on a pour une bonne centaine de reviews. Ça fait 4 ans que le format existe, et qui se termine aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, je vais encore parler de l'animé. Je pense que je ferai des petits formats où je parlerai de certains trucs de l'animé, certains personnages, plein de petits trucs comme ça. Je parlerai aussi, comme je dis au début de la vidéo, de Super King en manga. J'ai plein de combats à vous proposer en vidéo. Bref, la chaîne ne s'arrête pas, les reviews se terminent. Je ne ferai plus de reviews régulières comme je faisais avant par rapport à l'animé ou par rapport à d'autres séries pour ceux qui demandent. Parce que j'ai pas le temps malheureusement avec mon travail. C'est pour ça que cette review sort un mois après la fin de l'animé. Mais voilà, ça ne marque pas la fin de la chaîne et je continue à vous proposer du contenu comme d'habitude.
Sans compter que je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres sujets hors série. Je sais que ça fait plaisir à certains, moi ça fait plaisir parfois de parler d'autres choses que Beyblade. Mais la chaîne se concentrera principalement sur Beyblade, là-dessus ça ne change pas. Sur ce, les reviews du Playmaker sont à présent terminées. On vous remercie avec Marc d'avoir suivi le format pendant aussi longtemps et d'avoir soutenu la chaîne. Encore merci, et on vous dit à la prochaine dans le monde du Beyblade. Salut!